Début 2026, partout dans le monde, les dirigeants ont présenté leurs vœux. Mais bon, au-delà des politesses, que disent vraiment ces discours? Ce sont des actes politiques, des véritables feuilles de route. Notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter un peu ces messages pour comprendre l'état du monde. On a les transcriptions de plusieurs discours clés: Macron, Poutine, Zelensky, Trump, Xi Jinping, et bien sûr des analyses géopolitiques pour mettre tout ça en perspective. Et ce qui ressort de toutes ces sources, c'est un diagnostic qui est partagé par tout le monde. 2026 serait l'année de la grande fracture. On sent une fragmentation du système international, une compétition qui ne se cache plus. Ah oui. Oui, les mots comme paix, victoire, prospérité, ils n'ont plus du tout le même sens selon qu'on se trouve à Washington, à Pékin ou à Kiev. Chaque discours est un signal, en fait, une vision du monde qui entre en collision avec les autres. Et on va voir qu'il y a des lignes de faille très très claires qui se dessinent. Alors commençons par les puissances qui affichent le plus de confiance. On a deux discours qui, sur le papier, semblent triomphalistes. Ceux des États-Unis de Donald Trump et de la Chine de Xi Jinping. Tous les deux parlent de restauration, de grandeur retrouvée, mais j'ai l'impression qu'ils ne parlent pas du tout de la même chose, hein. Ah non, absolument pas. C'est ça qui est fascinant. D'un côté, on a une vision purement transactionnelle du monde, c'est presque un rapport de force commerciale, et de l'autre, une vision civilisationnelle, historique. Mais le point commun, c'est cette affirmation d'une puissance qui n'a plus de compte à rendre à personne. Prenons Donald Trump. Son discours, prononcé très tôt dès le 17 décembre, donne le ton tout de suite. Il dit avoir hérité d'un désordre et qu'il est en train de réparer le pays. Le langage est incroyablement martial, il va jusqu'à parler d'une invasion à la frontière par une armée de 25 millions de personnes. Pourquoi une telle dramatisation? C'est une stratégie très étudiée. Cette rhétorique de crise quasi-apocalyptique, elle sert à justifier des mesures d'exception. Il faut installer l'idée que le pays est au bord du gouffre pour pouvoir se présenter comme le seul sauveur possible, quoi. Mais une fois que ce décor de crise est planté, le cœur de son message devient très pragmatique, très économique. Il martèle des chiffres. Oui, et des chiffres très concrets qui parlent au quotidien des gens. Il revendique la baisse de l'inflation, mais surtout, il cite le gallon d'essence à 1,99 $, la dinde de Thanksgiving qui aurait baissé de 33%. Est-ce que c'est économiquement solide, ça, ou c'est avant tout du marketing politique? C'est du pur marketing, mais un marketing redoutablement efficace. Peu importe que les économistes contestent la réalité ou la cause de ces chiffres, le message est simple, direct, et il s'adresse au portefeuille des électeurs. L'idée, c'est « je vous avais promis que ça irait mieux. Regardez votre ticket de caisse, ça va mieux ». Et il boucle la démonstration avec cette phrase « l'Amérique est de retour, c'est le pays le plus en vogue du monde ». Et il ne se contente pas des chiffres. Il y a cette annonce dividende du guerrier de 1776 $ pour 1,45 million de militaires, soi-disant financés par les taxes douanières. Est-ce que ça c'est crédible ou on est dans la mise en scène pure? C'est un geste très théâtral, c'est complètement théâtral. Et le chiffre, 1776, l'année de l'indépendance, n'est évidemment pas choisi au hasard. Économiquement, c'est très discutable. Mais politiquement, c'est un coup de génie. C'est la mise en scène d'une puissance opulente, dirigée par un homme providentiel qui récompense personnellement ses soldats. Et le fait qu'il gouverne de plus en plus depuis sa résidence de Mar-a-Lago, en Floride, ça renforce cette image. Ça envoie le message que le vrai pouvoir n'est plus dans les marécages du Deep State de Washington, mais avec lui. Donc, si je comprends bien, sa vision de la paix, qu'il résume par la formule « la paix sur Terre », ça découle de cette même logique. Exactement. C'est ce que les analyses appellent l'ordre transactionnel. Pour lui, la paix, c'est pas un idéal basé sur des valeurs ou le droit international. C'est le résultat d'un bon deal, d'un rapport de force où il a su imposer ses conditions. Quand il prétend avoir réglé 8 guerres en 10 mois, il ne parle pas de traités complexes. Il parle de pression, de menaces, de négociations personnelles. Le monde est un grand marché et l'Amérique doit être le négociateur le plus impitoyable. D'accord. On a donc cette image d'une Amérique opulente et transactionnelle. Mais au même moment, à Pékin, on a une autre démonstration de puissance, tout aussi confiante, mais dans un style radicalement différent, n'est-ce pas? Complètement différent. Le ton est solennel, presque philosophique, mais la confiance en soi est tout aussi totale. Xi Jinping, lui, il ne vante pas le prix de la dinde. Il dresse le bilan du 14e plan quinquennal. On parle d'un PIB de 140 000 milliards de yuan, de percées technologiques majeures. C'est une démonstration de force plus froide, plus calculée.
Et il ne reste pas dans les généralités. Il donne des exemples très précis. Il parle des puces nationales pour contourner les sanctions américaines, de modèles d'IA, de la mission spatiale Tianwen-2, du nouveau porte-avions Fujian. On a l'impression qu'il coche des cases pour montrer au monde que la Chine n'a plus besoin de personne. C'est exactement ça. C'est la doctrine du techno-nationalisme en action. Le message sous-jacent est un véritable changement de paradigme. La Chine ne cherche plus seulement à être un bon élève de l'économie mondiale, elle vise une supériorité technologique autonome. L'idée, c'est de pouvoir non seulement résister aux sanctions, mais de définir les standards technologiques de demain. C'est une ambition beaucoup plus profonde que celle de Trump. Attendez, parce que c'est là que ça devient vraiment déroutant. La partie la plus marquante de son discours, c'est quand il bascule sur l'histoire. Il évoque le 80e anniversaire de la victoire contre le Japon et, dans la même phrase, il annonce l'instauration d'un jour de la recouvrance de Taïwan. Le mot « recouvrance », ce n'est pas anodin, ça change tout. Ah oui, là c'est un coup de maître sémantique. Franchement, c'est très fort. En utilisant le mot recouvrance, qui implique de reprendre quelque chose qui vous a été injustement enlevé, il change complètement le logiciel de la discussion. La question de Taïwan n'est plus présentée comme un reliquat de la guerre civile chinoise des années 40, mais comme le dernier chapitre inachevé de la Seconde Guerre mondiale et de la décolonisation. Donc ça veut dire que si les États-Unis ou le Japon s'opposent à cette recouvrance, il peut les accuser de quoi? De défendre l'héritage du colonialisme japonais? Précisément, c'est un coup de force rhétorique. Il qualifie la réunification de tendance irréversible de l'histoire. Le message est d'une clarté redoutable. S'opposer à l'intégration de Taïwan, ce n'est pas défendre la démocratie, c'est nier l'ordre international légitime qui est sorti de la victoire contre le fascisme en 1945. Il prépare le terrain idéologique pour une action future, une action qui ne serait pas présentée comme une invasion, mais comme une restauration de la justice historique. C'est vertigineux. Ok. Donc à Washington et à Pékin, on est sur un échiquier mondial, on redessine l'histoire. Mais pendant ce temps, en Europe, la réalité est beaucoup plus brutale. Là, on n'est pas dans le récit, on est dans la guerre. Les discours de Poutine et de Zelensky sont comme deux miroirs inversés de ce conflit. C'est l'épicentre de la grande fracture. On a d'un côté une puissance qui cherche à banaliser la guerre, à en faire un état permanent, et de l'autre, une nation qui se bat littéralement pour ne pas disparaître de la carte. Le discours de Poutine est d'ailleurs étonnamment court, presque sobre. Pas d'annonce spectaculaire, pas de grandes envolées lyriques. Il se concentre sur l'unité nationale, le soutien aux héros de l'opération militaire spéciale qui se battent pour la vérité et la justice. C'est presque calme. Et c'est ce calme qui est le plus inquiétant selon les analyses. Le but de ce discours n'est pas de galvaniser ou d'annoncer un tournant. Le but est de normaliser l'état de guerre, d'intégrer le conflit dans le quotidien et le récit national. Non pas comme une crise, mais comme une épreuve collective qui soude la grande famille unie russe. Il ne parle jamais de négociation ou de sortie de crise. Jamais. Il termine sur une phrase qui ferme toute discussion. Nous croyons en vous et en notre victoire. C'est un message de patience. Il prépare les esprits, en Russie comme en Occident, à un conflit très, très long. Et en face, le ton de Zelensky est à l'opposé. C'est l'urgence, le drame. Il rappelle que son peuple résiste depuis 1407 jours. Il dit vouloir la paix, mais il ajoute cette phrase clé « à tout prix, non ». C'est une ligne rouge très nette. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, pas à n'importe quel prix? Ça signifie qu'il a tiré les leçons du passé. Il rejette ce qu'il appelle les accords faibles et il cite explicitement le mémorandum de Budapest, celui qui devait garantir les frontières de l'Ukraine en échange de ses armes nucléaires, et qui n'a servi à rien. Il révèle même qu'un accord de paix est prêt à 90%, mais il dit que les 10% restants sont les plus importants. Et ces 10%, ce sont des garanties de sécurité solides, concrètes, ratifiées par le Congrès américain et par les parlements européens. Pas juste des promesses. Il ne veut pas d'un simple cessez-le-feu qui ne ferait que donner le temps à la Russie de se réarmer. Voilà. Il ne veut pas signer un papier qui ne ferait, selon ses propres mots, que préparer la prochaine guerre. Et pour convaincre ses partenaires, il se positionne très clairement comme le bouclier de l'Europe face au monde russe. Il pose la question frontalement. Si l'Ukraine tombe, qui sera le prochain sur la liste? La Pologne? Les pays baltes? C'est un appel très direct à la responsabilité européenne. Et cet appel semble entendu, notamment en Allemagne. Le nouveau chancelier, Friedrich Merz, parle d'un nouveau départ, Aufbruch, et il utilise un mot qui a dû faire sursauter beaucoup de monde, Kriegstüchtigkeit.
Ça se traduit par capacité de guerre, mais j'imagine que le poids des mots est bien plus lourd en allemand. Hausse. C'est une véritable déflagration sémantique. Il faut bien mesurer le poids de ce mot. Pendant plus de 70 ans, toute la culture politique allemande d'après-guerre a été construite sur le rejet de la puissance militaire, sur le pacifisme comme identité. Toute rhétorique, même lointainement martiale, était un tabou absolu. Entendre un chancelier allemand parler de la nécessité de redevenir capable de guerre, ce n'est pas juste un changement de politique, c'est une révolution psychologique. Et c'est dans cette brèche que s'engouffre Emmanuel Macron. Il parle d'une Europe assaillie de toutes parts par le retour des empires et il veut accélérer l'Europe de la défense avec un grand sommet à Paris dès le 6 janvier. Il essaye de prendre le leadership de ce réveil européen. Il tente de combler le vide stratégique laissé par une Amérique qui se replie sur une vision plus transactionnelle. C'est devenu une nécessité vitale pour l'Europe. Toute la question, et c'est ce que soulignent plusieurs analyses, c'est de savoir si les moyens et la volonté politique suivront les discours. Et c'est là qu'on arrive à un contraste assez saisissant, presque douloureux. C'est justement le discours d'Emmanuel Macron à sa propre nation qui est pointé du doigt dans plusieurs sources, comme étant en total décalage. Non pas parce qu'il ignore la guerre, mais parce qu'il semble ne pas offrir de projet mobilisateur aux Français. Oui, c'est un point de vue très critique qui ressort. Le diagnostic sur l'état du monde est jugé lucible, mais la réponse proposée à l'échelle nationale, elle, semble manquer cruellement de souffle. Le discours égrène les menaces, les désordres mondiaux, les divisions internes, l'insécurité. Et il formule 3 vœux. Unité, force, espérance. C'est assez classique. Mais une des analyses, titrée « Le monde se projette, la France se résigne », est particulièrement sévère. Oui, cet article offre une lecture au scalpel. Il constate que là où les autres puissances parlent d'industrie, de technologie, de démographie, de conquête spatiale ou de réarmement, le seul chantier législatif concret, nouveau et marquant qui est mis en avant par le président français pour 2026, c'est celui de la fin de vie, le droit de mourir dans la dignité. Donc l'argument, c'est que pendant que les autres parlent de comment conquérir le futur, le grand projet sociétal français, c'est de gérer la fin. C'est une interprétation d'une dureté incroyable. C'est une interprétation très dure, mais elle est argumentée. Elle suggère que c'est le symptôme d'un pouvoir qui, très affaibli sur le plan intérieur et peinant à formuler un récit collectif d'avenir, se rabat sur la gestion. Faute de pouvoir promettre la grandeur ou la conquête, on promet la dignité dans la mort. C'est vu comme l'horizon d'une nation fatiguée, privée d'un grand récit mobilisateur. Une nation qui se préoccupe de la manière de finir, là où les autres parlent avec appétit de ce qu'ils veulent devenir ou construire. Alors, si on prend un peu de recul, comment on assemble toutes ces pièces? Quel est le tableau global qui se dessine pour l'année qui commence? Quand on met tous ces discours côte à côte, la carte des tensions mondiales devient très claire. On assiste à une confrontation de visions du monde. Il y a les transactionnels, comme Trump, pour qui tout est une négociation basée sur la force et l'argent, et il y a les stratèges existentiels, comme Xi, Poutine ou Zelensky, pour qui l'histoire, l'identité nationale et la survie même sont en jeu. Et une tendance de fond traverse quasiment tous les discours. La sécurité est redevenue la priorité absolue. Elle passe même avant la prospérité. C'est un monde qui se durcit, où chaque nation se replie sur ce qu'elle perçoit comme ses intérêts vitaux. Ce qui me frappe en écoutant tout ça, c'est que presque tous ces dirigeants mobilisent le passé pour justifier leurs actions futures. Qu'il s'agisse de restaurer une grandeur passée pour Trump, de corriger une injustice historique pour Xi, ou de puiser dans la mémoire d'une longue souffrance pour endurer une épreuve comme Poutine ou Zelensky. Et ça laisse une question un peu angoissante pour l'année qui commence. Dans un monde où chaque nation construit son avenir en regardant dans son propre rétroviseur, quelle place reste-t-il pour l'idée d'un progrès commun ? Chronique de France, ce n'est pas que notre enfance, c'est aussi notre espérance. Tu t'inscris dans notre histoire. Chronique de France, d'hier à demain, tu écris notre chemin à l'aune de notre culture, de notre histoire.